Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans Culture à la maison, votre émission qui vous amène à la découverte du Tchad et de ses merveilles. La dernière fois, vous vous rappelez, nous avions parlé des monuments Leclerc, Eboué et Lamy. Aujourd'hui, nous vous amenons à la découverte de deux places importantes qui se trouvent dans la capitale N'Djamena, qui sont donc la Fontaine de l'Union et la place de la Nation. Et pour en parler, donc, nous recevons l'historien, Dr Arnaud Dingamadji. Il est coordonnateur général de la Maison des patrimoines culturels du Tchad. Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue à notre plateau et merci de nous recevoir chez vous. Merci beaucoup et c'est avec un grand plaisir que je participe à cette série d'émissions. Voilà. Alors, nous commençons par la Fontaine de l'Union. Peut-être pour nos téléspectateurs qui ne savent pas très bien où se situe cet endroit. Oui, la Fontaine de l'Union se situe au croisement des avenues Mobutu, Bokassa et de la rue de la Corniche. Voilà, non loin de... Sinon en face de CFAO Motors et non loin du centre culturel Baba Mustapha. Voilà, c'est un coin, c'est un rond-point important de la ville de N'Djamena où beaucoup de gens passent là. Voilà, donc je pense que chacun de nous a vu. Voilà. Okay. Peut-être nous allons nous focaliser sur deux mots, Fontaine et puis l'Union. Pourquoi on appelle cette place Fontaine de l'Union? C'est une fontaine parce qu'en fait, il y a un jet d'eau là, n'est-ce pas? Même à l'heure où nous parlons, ceux qui passent là, autour de ce coin voient que c'est une fontaine avec 4 bouches, je vois, ou 3-4 bouches. Donc l'eau coule de part et d'autre. Voilà, et ça donne un décor magnifique à la circulation. On l'appelle Fontaine de l'Union parce que elle symbolise l'union de 3 États. C'est une appellation qui est liée à l'histoire post-coloniale du Tchad. C'est une appellation qui est liée à l'histoire de l'intégration sous-régionale du Tchad. C'est une fontaine, c'est un rond-point qui est lié aux péripéties, si je puis dire, de l'intégration sous-régionale. C'est-à-dire que le Tchad, à la recherche de son intégration sous-régionale, a connu un peu de péripéties, de mésaventures, ça et là. Et ce rond-point, ce nom a été donné en fait pour symboliser donc l'union du Tchad avec la République centrafricaine et la République du Congo qui deviendra plus tard le Zaïre. C'est la raison pour laquelle on l'a placé à la croisée donc de l'avenue Bokassa et à l'avenue Mobutu. Voilà, exactement, parce que Mobutu c'est l'ancien président du Congo qui est devenu Zaïre et Jean Bédel Bokassa c'est l'ancien président de la République centrafricaine du temps de Ngarta Tombalbaye. Voilà, donc parler de l'histoire de la Fontaine de l'Union, c'est parler de l'histoire de l'UDEAC et de l'histoire de l'Union des États de l'Afrique centrale, UEAC. UDEAC, ça c'est connu, mais UEAC, là, c'est pas vraiment connu. UDEAC, c'est pas très connu aussi par nos enfants qui nous suivent, parce que eux, ça c'est la génération CEMAC. Oui. Voilà, mais l'UDEAC, c'est l'Union douanière et économique de l'Afrique centrale, qui était l'une des toutes premières organisations ou tentatives d'intégration sous-régionale des États de l'Afrique centrale. Parce qu'au départ, on a voulu créer une union des républiques d'Afrique centrale, URAC, mais ça a échoué. Après, on est passé à l'Union douanière et économique, UDE, et ce projet ou cet organisme a évolué pour donner en 1964 l'Union douanière et économique de l'Afrique centrale, UDEAC. 64. Okay. 4 ans plus tard, en 1968, la République centrafricaine et la République du Tchad se sont rendus compte que l'UDEAC ne leur bénéficiait pas. Ils ne tiraient pas profit au même titre que les pays côtiers, c'est-à-dire le Cameroun, le Gabon et le Congo étaient les plus grands bénéficiaires de l'UDEAC et les chefs d'État du Tchad et de la RCA en étaient mécontents. Voilà, parce qu'ils estiment que on devait accorder des facilités à ces deux pays continentaux là, mais cela n'a pas été le cas. Et en même temps, voilà, à partir de 1968, le président du Congo, le général Mobutu, était très actif aussi pour travailler ses collègues du Tchad et de la RCA afin de quitter donc l'UDEAC. Et c'est ainsi que la RCA et le Tchad ont quitté l'UDEAC
ont claqué la porte quoi, en 1968. Et ils se sont associés à la République du Congo, futur Zaïre, pour fonder en 1969. C'était à Fort-Lamy ici, je pense le 1er avril 1969. Les 3 chefs d'État donc se sont retrouvés ici pour créer une nouvelle organisation commune appelée Union des États de l'Afrique centrale, UEAC, qui est rivale, si je puis dire, de l'UDEAC. Donc vous voyez, l'UDEAC, avec la sortie de la RCA et du Tchad, se réduisait à 3 pays seulement, c'est-à-dire le Cameroun, le Gabon et le Congo. Et puis l'UEAC qui vient d'être créé comporte aussi 3 pays, c'est-à-dire le Congo-Zaïre, Congo futur Zaïre, et puis la RCA et le Tchad. Et les 2 organisations avaient des intérêts divergents? Bon, c'était toujours l'intégration économique, mais on pense que peut-être, bon, il y a aussi des considérations politiques derrière tout ça. Et peut-être le jeu des grandes puissances n'y est pas loin aussi, hein. Voilà, parce que voilà, il y avait les grandes puissances. À travers ces pays, ces rivalités locales se cachent, ou bien derrière ces rivalités locales se cachent aussi des enjeux internationaux. C'est-à-dire que voilà, il y a le contrôle des richesses de cette zone-là, et derrière ça, il y a les États-Unis qui voient un peu le pétrole, le diamant, les ressources importantes minières, voilà, du Zaïre, du Congo. Et puis il y a la France qui veut avoir toujours le contrôle, le droit de regard sur ses ex-colonies. Voilà, donc il y a les 2 grandes puissances sont un peu derrière cette rivalité locale-là. Voilà, mais au niveau local, donc il y a d'un côté l'UDEAC avec 3 pays et l'UAC à partir de 1969 avec 3 pays aussi. Et alors à l'époque, c'était donc le temps du président Tombalbaye. Est-ce qu'il a effectué des mouvements, des déplacements pour consolider cette union? Exactement, beaucoup de déplacements aussi bien à Bangui qu'à Léopoldville, qui deviendra plus tard Kinshasa. Et les chefs d'État du Congo, futur Zaïre, et de la RCA étaient également venus à maintes reprises ici à N'Djamena. Et c'est pour marquer cette union-là, pour marquer l'axe Fort-Lamy, Bangui, Léopoldville, que des baptêmes de rue ont été effectués, aussi bien à Fort-Lamy que dans les villes, les capitales des autres pays. C'est pourquoi l'avenue Mobutu est devenue ce qu'on appelle, jusqu'à présent, c'est resté avenue Mobutu, n'est-ce pas? Mobutu Sese Seko. Et puis l'avenue Bokassa aussi est restée jusqu'à présent. Et leur point de jonction, c'est le rond-point, la fontaine de l'Union, ou le rond-point de l'Union, donc l'union de ces États-là. Et à Bangui, je pense qu'il y a une avenue dédiée à François Tombalbaye, aussi bien à Léopoldville Kinshasa. Également, il y a une avenue François Tombalbaye qui deviendra plus tard Ngarta Tombalbaye. Et je rappelle que le siège de l'UAC, ici à Fort-Lamy, à l'époque, c'était le bâtiment occupé par le PNUD pendant un temps, qui se trouve en face de la présidence, non loin du siège du MPS et en face de la place de l'indépendance. Voilà, c'était là le siège de l'UEAC. Mais cette UEAC n'a pas duré. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année 1969, c'est-à-dire quelques mois seulement après sa création, le général Bokassa, président de la RCA, sous la pression des Français, voilà, a dû faire réintégrer son pays à l'UDEAC. C'est-à-dire que la RCA a réintégré l'UDEAC à la fin de l'année 1969. Du coup, l'UEAC est devenue une réalité impossible parce que la continuité territoriale entre le Tchad et le Congo n'existait plus. Parce que la RCA qui était au milieu a réintégré l'UDEAC. Mais le Tchad est resté en dehors de l'UDEAC jusqu'au temps de Hissène Habré. Je pense que c'était en 1986 ou 87 que le Tchad a réintégré l'UDEAC. Alors, est-ce qu'on peut donc considérer la fontaine de l'Union comme la genèse même de la CEMAC aujourd'hui? En fait, je dirais que l'UDEAC et l'UAC sont les ancêtres de la CEMAC. Voilà. Et si on écrit l'histoire de l'intégration sous-régionale, cette histoire de l'UDEAC et de l'UAC figurerait dans les bonnes pages. Et en termes de traits marquants, ou bien en termes de symboles de cela, effectivement, au Tchad, ici, on trouverait donc
la fontaine de l'Union, effectivement, on trouverait l'avenue Bokassa, l'avenue Mobutu également, et puis voilà, à Bangui, tout comme à Kinshasa, on trouve aussi l'avenue Ngata Tombalbaye. Et cela a fait que ces relations-là ont fait que le Tchad et le Zaïre ont entretenu et continuent d'entretenir de très bonnes relations. Hein, parce que sous Tombalbaye, même si l'UAC était pratiquement mort-né, ou né-mort, les relations entre le Tchad et le Zaïre se sont très développées entre Mobutu et Tombalbaye. Et puis, au temps d'Abré aussi, au temps du président Hissène Habré, les relations entre le Zaïre et le Tchad se sont très développées, surtout en matière de coopération militaire. Voilà, parce que les soldats tchadiens allaient se former au Zaïre. Et puis, le Zaïre avait déployé des troupes au Tchad ici entre 1983 et 1984 en soutien aux forces armées tchadiennes contre l'occupation libyenne. Voilà. Et même sous le président Idriss Déby, le Tchad a déployé des troupes en appui au Congo contre l'invasion étrangère, c'est-à-dire le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda qui avaient envahi en 98-19 une partie de la RDC. Le Tchad a porté main forte aux forces armées congolaises. Voilà, donc tout ça, c'est une histoire qui tire ses origines de très loin. Et même au plan culturel, peut-être la musique tchadienne doit un peu à la musique congolaise aussi. Exactement, nous avons beaucoup été influencés, nos musiciens étaient envoyés au Zaïre pour être formés et ils sont revenus avec les influences congolaises. Et puis, même du point de vue de l'animation politique aussi, hein, il y avait des experts zaïrois qui étaient envoyés au Tchad au temps de Hissène Habré pour former les groupes chocs d'animation politique et puis tout ça. Donc, les relations entre le Congo, puis le Zaïre, puis le Congo encore, et le Tchad sont des relations qui datent de longtemps et qui ont porté leurs fruits sur beaucoup de plans, sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan militaire également. Souvenez-vous des commandos tchadiens formés à Kotakoli. Voilà. Voilà. Alors, avec votre permission, nous allons passer à la place de la Nation. Pour beaucoup de personnes, cette place de la Nation, elle est récente. Pourquoi on l'appelle place de la Nation? Quelle est son histoire? Voilà, la place de la Nation, c'est une des places les plus importantes, sinon la place la plus importante de la capitale tchadienne, c'est vrai, et c'est un lieu chargé d'histoire, doublement chargé d'histoire. Au départ, le Tchad n'avait pas une place de la Nation. C'était une place de l'indépendance. Mais même avant la place de l'indépendance, il y avait ce qu'on appelle la place de la libération, qui jouxtait le marché de Fort-Lamy. Voilà, voilà. Et puis après, la place de la libération par rapport à la libération de la guerre mondiale, quoi, je veux dire. Voilà. Et puis à l'indépendance, la place de la libération est devenue place de l'indépendance jusqu'à une période récente, notamment lors de la célébration du cinquantenaire de l'indépendance. Voilà, le chef de l'État, Idriss Déby, donc bien voulu faire construire cette grande place-là, voilà, pour célébrer ce moment historique et puis doter aussi la capitale d'une place digne de ce nom, parce que voilà, dans toutes les capitales, il y a des grandes places. Hein. Bon, et géographiquement, cette place se trouve où, à N'Djamena? Oui, c'est au cœur de la ville, c'est en face de la présidente de la République, à l'emplacement de l'ancien camp des martyrs. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait sur cette place-là le camp Koufra, qui est devenu, après le coup d'État contre Tombalbaye, camp du 13 avril, et qui est devenu par la suite camp des martyrs. Qui étaient des camps militaires? Oui, c'était un camp militaire. C'était le plus grand camp militaire du Tchad et qui date de la période de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, camp Koufra, du nom de la ville de Koufra en Libye, là où, qui était la première place forte enlevée par les troupes parties du Tchad en 1940-41. Voilà, et c'est à Koufra que les troupes venues du Tchad ont prêté un serment ils disent que, bon, je n'ai pas retenu de tête les mots de ce serment, mais voilà, après avoir pris possession de Strasbourg, ils se sont promis, ils ont juré d'aller faire flotter le drapeau de la France sur Strasbourg. C'est-à-dire que nous n'allons pas reculer. Nous allons, après Koufra, nous allons continuer à enchaîner des conquêtes jusqu'à sur le territoire européen, jusqu'à renvoyer les forces de l'Axe, les nazis, hors des frontières françaises. Voilà un peu
C'est ça. Donc voilà, Koufra, dans le dispositif de défense français à l'époque, en fait, la prise de Koufra représentait un événement militaire très important. Et je pense que c'est peut-être raison qu'on a baptisé ce camp-là du nom de Koufra. Voilà, c'est ça. Alors, historiquement parlant, remplacer un lieu historique par un autre, est-ce que c'est bien ou est-ce... C'est vrai que le camp Koufra est un camp chargé d'histoire, notamment dans l'histoire de la participation du Tchad à la Seconde Guerre mondiale, mais également dans l'histoire des guerres du Tchad. Voilà, même dans l'histoire mouvementée du Tchad, le camp Koufra a joué un rôle très important. D'où sa débaptisation. Chaque régime qui vient lui donne un nouveau nom. Camp du 13 avril, camp des martyrs. On a pensé que peut-être que c'est lié aussi à l'histoire coloniale et qu'il fallait raser ce camp pour construire une place digne de ce nom à la place. Parce que peut-être que si on a estimé, les hautes autorités ont estimé peut-être que si on construit la place de la nation en dehors du cœur de la ville, peut-être que c'est pas bien. Parce que j'ai pas été à Moscou, mais je pense que souvent la place de la nation ou la place de l'indépendance, c'est face au palais présidentiel, face au cœur du pouvoir. Voilà. Donc je pense que c'est cette nécessité qui a poussé les autorités à raser donc le camp Koufra. Mais on aurait bien aimé que ce camp reste parce que ailleurs, les vestiges du passé, parfois de l'Antiquité, sont toujours entretenus. Mais on peut aussi comprendre la nécessité de raser pour élargir la place, l'ex-place d'indépendance, transformer ça en une place plus marquante et située non loin du centre du pouvoir. Mais vous, en tant qu'historien, pourquoi ne pas suggérer, même si ça a été rasé, qu'on fasse autre monument quelque part pour désigner ces lieux rasés-là? Oui, c'est possible de faire une reconstitution, mais peut-être que ce n'est pas une priorité, peut-être. Parce qu'on a construit des camps militaires ailleurs, n'est-ce pas? On a construit des camps militaires assez grands aussi ailleurs, mais peut-être que c'est pas une priorité de reconstituer ça à l'identique. Quelque part, quoi, je sais pas. Bon, ça dépend de votre autorité. Ok. Et la place de la nation aujourd'hui est donc une place chargée de symboles et de beaucoup de choses. Exactement, parce que c'est un lieu de rassemblement. C'est une place bien nommée parce qu'on dit c'est la place de la nation et vous voyez, c'est pas pour rien qu'on organise par exemple les grandes cérémonies officielles, mais aussi le festival d'Ari. Vous voyez, le festival d'Ari qui promeut le brassage entre les Tchadiens a lieu à la place de la nation parce que c'est la place de la nation. Voilà, c'est là où les Tchadiens doivent se brasser, c'est là où la nation en miniature doit s'exprimer. Vous voyez, non? Lors de Dari, on voit que toutes les provinces du pays sont représentées, on voit les différentes manifestations, la richesse même de la diversité culturelle du Tchad. Et c'est ça le Tchad en miniature, et c'est normal, c'est le lieu même, n'est-ce pas, de célébrer cela sur la place de la nation. Voilà. Actuellement, est-ce que cette place est ouverte au public? On peut y aller, visiter? Bien sûr, c'est une place ouverte au public et les touristes, les populations tchadiennes, tout le monde peut y accéder. C'est pas interdit, c'est totalement ouvert au public, oui. Et pour ceux qui ne sont pas en N'Djamena ici, c'est une place très très magnifique. Docteur, nous tendons vers la fin. On aimerait bien avoir votre dernier mot. Même si le camp Koufra a été rasé, à la place du camp Koufra, on a une place magnifique qu'il faut entretenir parce que c'est bien de construire des monuments comme la Fontaine de l'Union. Bon, la Fontaine de l'Union date depuis longtemps et a été entretenue jusqu'à présent et donc on jette des fleurs à la mairie de la capitale. La place de la nation également doit être entretenue pour que elle continue à symboliser la nation tchadienne permanente, perpétuelle, quoi, parce que voilà, la nation doit rester éternelle. Voilà, donc cette place doit rester éternelle également et on doit l'embellir, l'entretenir pour qu'elle symbolise vraiment cette unité, cette nation tchadienne réconciliée et qui regarde de l'avant. Merci beaucoup donc d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, merci à Télé Tchad.
Voilà. Et merci aussi aux téléspectateurs. Chers téléspectateurs, c'est fini pour Culture à la maison aujourd'hui. Nous avions donc reçu Dr Arnaud Dingamadji, historien. Il est coordonnateur général de la Maison des patrimoines culturels du Tchad. Avec lui, donc, nous avons parlé des deux grandes places de N'Djamena qui sont la Fontaine de l'Union et la place de la Nation. Vous êtes donc invité, si jamais vous êtes passé par là, de regarder ces lieux magnifiques qui sont donc qui constituent notre histoire. Merci donc à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro, toujours dans Culture à la maison. D'ici là, portez-vous bien.